crois que c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là présent ce matin au webinaire organisé à l'initiative du certificat Industrie du futur sur le sujet de l'entreprise étendue. Donc je me présente rapidement, je suis Mustapha Sali, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Anouk Dubois, qui est chef de projet à l'IRT Systemix. Donc le webinaire aujourd'hui s'intéresse à un sujet particulier qui est celui de l'entreprise étendue. Il s'agira de faire un tour d'horizon de cette notion-là, de faire un focus sur quelques challenges importants aujourd'hui qui se posent au niveau de l'industrie et de la collaboration dans l'industrie. Quelques illustrations qui seront proposées par rapport à des sujets traités des travaux menés à l'IRT Systemix, qui est partenaire du certificat Industrie 4.0, Industrie du futur. Et puis, donc, il y aura un dernier point sur l'extension des concepts pour l'Industrie 4.0. Donc pour ce webinaire, ce que je disais, c'est que j'ai le plaisir d'être accompagné d'Anouk Dubois, qui prendra essentiellement la parole puisqu'elle est experte du sujet, qui est chef de projet et responsable thématique à l'IRT Systemix. Je laisserai la parole dans quelques secondes à Anouk pour qu'elle se présente plus longuement et qu'elle dise quelques mots à propos de l'IRT Systemix. Et en attendant, je prends quelques secondes rapidement pour vous donner quelques éléments concernant mon institution de rattachement qui porte le projet du certificat 4.0 Industrie du futur, pardon, qui est l'Université Paris-Dauphine, et plus particulièrement le département d'éducation permanente qui, chaque année, forme plusieurs centaines de professionnels en reconversion ou en recherche d'expertise nouvelle. Donc le département d'éducation permanente compte plusieurs dizaines de formations diplômantes qui vont du certificat de quelques jours à l'executive doctorate, donc qui est un doctorat exécutif qui peut durer plus de quelques années, voilà, entre 2 et 3 ans. Le DEP propose également des formations sur mesure, intra-entreprise, et est présent dans beaucoup de pays. Autour du bassin méditerranéen, mais pas que. Voilà, donc, c'est un département assez central au niveau du dispositif pédagogique de Dauphine. Dauphine, donc c'est une université relativement connue, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Juste rappeler que Dauphine fait partie du groupement PSL, donc Université Paris Sciences et Lettres, qui aujourd'hui compte plus de 22 établissements. Dauphine en est un des membres fondateurs. Donc PSL donne beaucoup de visibilité, notamment à l'international, aux activités pédagogiques et scientifiques de l'Université Paris-Dauphine. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Anouk pour qu'elle se présente, nous présente l'IRT et qu'elle puisse ensuite nous développer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'entreprise étendue. Merci à tous. Donc, je m'appelle effectivement Anouk Dubois, je suis chef de projet à l'IRT depuis 2018. Et avant ça, j'ai travaillé chez PSA Stellantis pendant quasiment 18 ans sur différents sujets qui m'auront permis d'appréhender tout le cycle en V de développement et surtout de constater les difficultés liées aux interfaces et aux interactions entre métiers. Donc pour cette présentation, je vais bien sûr, comme le disait Mustapha, m'appuyer sur les travaux réalisés à l'IRT depuis 2018, mais également sur cette expérience chez PSA, puisque la collaboration dans l'entreprise étendue correspond aussi à une amplification des problématiques d'interaction intermétiers constatées au sein d'une entreprise. Voilà, je voulais aussi préciser que les exemples que je vais donner dans ce webinaire sont souvent issus d'activités d'engineering, mais ils sont complètement transposables à d'autres domaines d'activité du moment qu'ils font intervenir de la collaboration. Alors, je vais commencer par présenter un petit peu l'IRT. Donc, l'IRT, c'est un institut l'IRT Systemix, donc un institut de recherche technologique à but non lucratif qui opère des projets de recherche pour la transformation numérique de l'industrie, des services et du territoire, en adressant un nombre diversifié de cas d'usage et en impliquant des partenaires de différentes filières. Et ces cas d'usage sont répartis en 5 secteurs applicatifs que vous voyez à l'écran.
donc transport autonome et mobilité, industrie du futur, défense et sécurité, environnement et développement durable, et le petit dernier qui apparaît à l'IRT depuis quelques temps, numérique et santé. Donc ces projets réunissent des acteurs de l'industrie, donc des grands groupes, des PME, des startups, ainsi que des acteurs académiques. Et ils font appel à 8 domaines de compétences. Donc sciences des données IA, interaction, usage et connaissances, calcul scientifique, optimisation, ingénierie système, sûreté de fonctionnement, sécurité numérique et IoT et réseau du futur. Voilà, donc par ces projets de recherche, l'objectif est de produire des plateformes logicielles et des processus outillés pour favoriser la continuité numérique. Donc pour driver ces projets, l'IRT est organisé en thématiques, rattachés aux différents secteurs applicatifs et qui sont en interface avec des porteurs privilégiés de cas d'usage que vous pouvez voir à droite de la diapo. Et l'ingénierie et management des systèmes collaboratifs est l'une des thématiques de l'IRT dont je suis la référente et à laquelle la notion d'entreprise étendue est rattachée. Voilà, donc pour commencer, quelques définitions sur l'entreprise étendue. Donc pour Wikipédia, il s'agit une entreprise étendue est un ensemble d'entreprises et d'acteurs économiques associés pour la réalisation de projets communs. Elle fonctionne essentiellement sur la base d'alliances et partenariats. On a aussi une définition de Bardman et Sauser. Donc ces personnes ont produit un livre en 2018 sur le system thinking et ils proposent une définition de l'entreprise et par extension de l'entreprise étendue. Donc l'entreprise est pour eux un ensemble de parties et relations dont l'assemblage forme un tout avec des propriétés, des attributs et des objectifs qui rendent cet ensemble différent de ses constituants individuels. Et sur cette base, ils introduisent la notion d'entreprise étendue comme un système d'entreprise qui présente des caractéristiques particulières qui ne sont pas forcément présentes dans leurs constituants individuels. Donc il faut retenir de ces définitions que l'entreprise étendue est tout simplement un regroupement d'entreprises qui collaborent pour un objectif commun et pour produire un résultat qu'elle ne pourrait pas produire seule par elle-même parce que, par exemple, elle n'a pas les compétences. Donc cela m'amène à vous présenter différents types ou différents niveaux d'entreprises étendues en fonction de la complexité des systèmes à développer. Alors pour commencer, l'entreprise qui n'est pas à proprement parler étendue est une entreprise tout simplement intégrée qui détient l'ensemble des centres de développement, de production, de supply chain, permettant d'adresser sa chaîne de valeur. Et cette entreprise est caractérisée par un même référentiel d'entreprise et des systèmes d'information parfaitement communicants. Un premier niveau d'entreprise étendue est l'entreprise à relation verticale, caractérisée par la relation client-fournisseur. Donc, dans ce schéma, l'entreprise fait appel à des fournisseurs car elle ne peut pas ou ne veut pas, à un moment donné, gérer certaines étapes de la chaîne de valeur. On est donc sur une contractualisation verticale avec donneur d'ordre, qui va être le client, et des exécutants qui seront les fournisseurs. Un exemple typique est la supply chain, où les différents acteurs de la supply chain, donc les fournisseurs de matériaux, approvisionneurs, les opérateurs de la distribution, les revendeurs, sont liés par une contractualisation verticale aux manufactureurs. Dans ce schéma, le client est tout puissant, ce qui ressort très clairement au niveau de la contractualisation. Donc en matière de gouvernance, on est sur une prise de décision unilatérale par le client. En matière de responsabilité, le fournisseur a une obligation de résultat et la responsabilité du fournisseur est clairement définie et engagée. En matière de confidentialité, c'est le client qui définit le niveau de confidentialité des résultats. Et en matière de propriété intellectuelle, eh bien, elle est directement transférée au client. Donc, un deuxième niveau d'entreprise étendue est celle de l'entreprise à relation horizontale. Elle se caractérise par une relation moins hiérarchique avec un partenaire que j'ai appelé ici sur le slide systémier. Et dans cette relation, le systémier partage un objectif commun avec son client et on est sur une idée de partage de responsabilités et de partage des risques. Je cite par exemple celui d'un constructeur automobile qui recourt à un systémier pour le développement d'aide à la conduite. Les ADAS requièrent en effet une compétence assez particulière qui faisait défaut chez les constructeurs automobiles et qui les ont conduits à recourir à de tels systémiers. Dans ce schéma, le systémier gère le développement complet des ADAS, donc des capacités proposées, de la conception jusqu'à la validation, y compris la validation intégrée.
Et au niveau de la contractualisation, donc on est sur une contractualisation horizontale, on va donc partager la gouvernance et la prise de décision, partager la responsabilité et les risques, définir collégialement la confidentialité des résultats et définir collégialement le partage de propriété intellectuelle. Donc on est davantage sur une obligation de moyens qu'une obligation de résultat. Un troisième niveau d'entreprise étendue est celui qui mixte un petit peu les deux par des relations horizontales et verticales entre partenaires qui partagent tous les mêmes objectifs. Donc c'est une relation MOA, donc MOA pour maîtrise d'ouvrage, MOI, maîtrise d'œuvre industrielle, ou même MOA, MOIE, MOI, MOIE pour maîtrise d'œuvre industrielle d'ensemble. Et ce genre de relation se rencontre notamment pour le développement des grands systèmes complexes dans le cadre de la défense et pour le développement de systèmes de systèmes. Et donc, je vous donne justement un exemple de système de système. Le Search and Rescue, qui est une capacité produite par un ensemble de systèmes, donc des hélicoptères, tours de contrôle, des drones, des navires, pour porter secours à des personnes en détresse en mer. Et chaque système est produit par des sociétés différentes qui doivent collaborer pour produire cette capacité globale à la demande de la MOA, donc de la maîtrise d'ouvrage et en l'occurrence ici de la DGA. Et donc dans certaines organisations, on peut retrouver une MOIE qui fait l'interface entre la MOA et les différentes MOI. Et en l'occurrence, cette MOIE est l'une des MOI qui est désignée par la MOA pour être MOIE. Voilà, donc ce qui distingue ces entreprises étendues de l'entreprise intégrée, c'est le fait qu'on n'est plus sur un unique référentiel d'entreprise ni un réseau de SI unique d'entreprise. On est dans une relation contractuelle entre différentes parties prenantes, avec des cultures d'entreprise propres, des méthodes et outils propres, mais qui collaborent pour un objectif commun. Alors, sur ce slide, j'ai voulu représenter les principales caractéristiques et donc, quelques caractéristiques, on va dire, et donc enjeux de l'entreprise étendue partant de celle de l'entreprise, et ce pour différents axes, donc le système, gouvernance, juridique, processus, data et outils. Donc, on va commencer par l'axe système. Alors, si une entreprise peut facilement gérer elle seule le développement de systèmes simples, ce n'est plus envisageable pour les systèmes complexes et encore moins pour les systèmes de systèmes. Donc, pour ces systèmes-là, le partenariat entre entreprises et donc l'entreprise étendue est essentiel pour bénéficier notamment de compétences qui ne sont pas disponibles en interne. Donc, à ce titre, la gestion d'un système de système représente sans doute le plus gros challenge de l'entreprise étendue. Pour l'axe gouvernance, on passe de relations intermédiaires à des collaborations avec d'autres parties prenantes, donc une notion de responsabilité partagée, ce qui implique partage des risques, mais aussi prise de décision collaborative. Pour l'axe juridique, je ne vais pas revenir dessus, mais l'entreprise étendue se caractérise par une relation contractuelle et devient donc essentiel de gérer proprement les interfaces contractuelles entre parties prenantes. Pour l'axe processus, la collaboration implique un besoin fort de se comprendre, de partager et de construire un référentiel de la collaboration ainsi qu'un processus collaboratif. Et pour l'axe data, tout l'enjeu de l'entreprise étendue va être d'être capable de gérer une donnée hétérogène et distribuée sur différents systèmes d'information, ce qui induit des complexités d'analyse de la donnée et un besoin de partage sécurisé de cette donnée. Et donc, dans ce contexte, la notion de propriété et de visibilité de la donnée est également essentielle. Et pour l'axe outils, enfin, l'entreprise étendue fait ressortir un véritable besoin de disposer d'outils interopérables les uns aux autres et de plateformes collaboratives. Voilà, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les problématiques de collaboration intermédiaire de l'entreprise se retrouvent démultipliées dans le cadre d'une entreprise étendue, puisqu'on rajoute de la diversité de cultures et des référentiels d'entreprise, ainsi qu'une diversité d'outils. Donc pour la suite, je vous propose de zoomer sur certaines de ces caractéristiques et d'illustrer quelques difficultés, quelques solutions et quelques défis techniques pour ces quelques caractéristiques. Alors, le premier focus que je voudrais faire donc, porte sur la difficulté à se comprendre. Alors, de la même manière que deux personnes peuvent voir deux images différentes pour chacune de ces illustrations, donc certains verront un vase, d'autres des visages. Ici, le visage d'une femme ou un saxophoniste.
du coup, il peut être difficile de se comprendre et donc un même terme peut avoir une interprétation différente pour 2 personnes. Donc j'ai un exemple concret ici à vous donner, donc sur le projet ISC Caric, qui est un des projets qu'on a réalisé à l'IRT avec les partenaires de la défense et qui portait ce projet donc sur la définition de processus collaboratifs en entreprise étendue MOA-MOI. Donc il aura fallu à peu près 4 ans de projet pour nous rendre compte par hasard que deux de nos partenaires n'avaient pas la même interprétation du terme mission. Donc pour le premier, il s'agissait tout simplement d'un but à atteindre par une personne, une organisation ou un système, alors que pour l'autre, il s'agissait d'une sous-capacité du système, donc la capacité étant la fonction ou le service rendu par ce système. Donc ils n'étaient pas alignés sur ce wording, sur la notion de mission. D'où l'importance du glossaire. Donc souvent on fait l'impasse du glossaire parce qu'on veut aller vite, mais on s'en mord souvent les doigts a posteriori et de toute façon, on ressent le besoin de repasser par un glossaire à un moment donné de la collaboration. Donc autant l'anticiper au maximum. Une autre solution plus avancée, donc c'est le recours à des ontologies, qui sont des représentations formelles et explicites de concepts. Donc j'ai une illustration juste après. Et ensuite, bien évidemment, on peut recourir à des standards pour parler le même langage. Alors la difficulté peut venir du fait que des fois, sur certains domaines, ces standards n'existent pas vraiment encore. Donc dans cette vue-là, je montre un exemple d'ontologie à laquelle nous avons abouti sur le projet ISC. Donc, puisque nous avions fait le constat qu'on ne se comprenait pas, il a fallu qu'on s'aligne sur les concepts manipulés au niveau de ces programmes de défense. Donc, l'idée ici était d'avoir du coup une compréhension commune des concepts, et notamment de l'instruction ministérielle 1618, qui est ce qui cadre les programmes de défense. Et donc, on a construit un modèle relationnel entre les concepts de la 1618, des liens avec ce qu'on a appelé le modèle de données de la collaboration, qui traduit ces concepts dans un langage explicite. Donc à chaque fois, lorsqu'on voit les couleurs ici, les boîtes de couleurs, ce sont des couleurs qui se correspondent, enfin des associations de concepts qui se correspondent. Et ensuite, on a fait le mapping avec le standard, puisque le standard est aussi censé être un moyen d'aligner les vocabulaires et les compréhensions au sein de différentes entreprises. Donc, de façon à avoir une correspondance entre les concepts manipulés sur ces programmes de défense et en passant par une traduction explicite de ces concepts-là. Donc, avec un langage vraiment clair, une question posée complètement explicite, sans ambiguïté possible. Voilà, donc un autre aspect, du coup, une autre caractéristique de l'entreprise étendue, donc ça va être les processus collaboratifs. Alors, avant d'aborder la notion de processus, juste un petit rappel sur la notion de collaboration et de quelle manière elle se distingue de la coopération. Donc la collaboration s'appuie vraiment sur le partage d'un objectif commun. Les parties prenantes interagissent sur les mêmes activités et se complètent pour produire cet objectif commun, alors que dans le cas d'une coopération, les parties prenantes ont chacune leurs objectifs propres, leurs propres tâches, et elles réalisent leurs activités sans partage de compétences ou de connaissances. Donc dans une coopération, c'est la somme de la réalisation de ces tâches qui fait que l'objectif commun est tenu, alors que dans la collaboration, on est sur vraiment de la co-analyse, de la co-définition, de la co-réalisation, de la co-évaluation. Alors maintenant, quelle est la difficulté en matière de processus collaboratif? Tout simplement que de tels processus n'existent pas vraiment ou qui sont rarement correctement définis. La collaboration n'est pas une simple activité que l'on rajoute dans un process existant. On a tendance à partir des process internes des entreprises et à vouloir créer des interactions ponctuelles dans certaines phases en disant que l'ensemble produit un processus collaboratif. Donc on a plutôt une vision parallèle de ces processus, alors que le processus collaboratif doit être un processus qui intègre complètement
chaque processus interne des entreprises et qui ne les paralyse pas du coup. Voilà, donc comme pour le glossaire, on a souvent tendance aussi à aller trop vite et à ne pas décrire complètement ces processus de collaboration en début de projet. Le problème, c'est que ces processus structurent tous les échanges et jusque dans les contrats. Donc, si vous définissez mal la façon d'interagir, cela peut démultiplier énormément les échanges. Et on a eu notamment le cas avec un partenaire sur un projet qui avait sous-traité le développement d'un sous-système à un autre partenaire. Et dans ce projet, les processus collaboratifs n'ont pas été suffisamment réfléchis au démarrage du projet. C'est bien que la relation s'est particulièrement tendue entre les deux partenaires et que chaque modification, aussi infime qu'elle était, faisait l'objet d'un fait technique, donc d'une demande d'évolution, et d'un traitement particulièrement lourd de gestion des évolutions, donc lourd au niveau du temps et bien évidemment lourd au niveau des coûts. Donc ils sont arrivés à une situation de blocage parce qu'ils n'avaient pas défini correctement ces processus de collaboration. Donc que peut-on faire? Du coup, prendre le temps de définir les processus collaboratifs au démarrage du projet, en détaillant les interactions entre partenaires. Donc il est primordial de définir les rôles de chacun et de détailler ses activités d'interaction. Déjà en interne d'une entreprise, on peut avoir quelques difficultés à travailler en co-ingénierie. Alors donc là, dans le cas d'une entreprise étendue, on va être en remote co-ingénierie ou remote co-définition. Donc on peut imaginer que c'est un degré de complexité supérieur. Attention aux méthodes de travail agile en entreprise étendue, parce que ce qui marche à l'échelle de l'entreprise ne marche pas forcément en entreprise étendue, du fait de l'éloignement entre les parties prenantes. On peut par contre favoriser le travail en mode plateau, en colocalisant les partenaires dans un même open space sur quelques mois pour apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Donc on a bien vu dans le contexte Covid que le distanciel a rajouté de l'inertie au sein de l'entreprise. Donc la colocalisation des équipes est toujours préférable pour un travail collectif de qualité. Et à minima, on peut bien évidemment réaliser des workshops en présentiel avec les différentes parties prenantes. Ensuite, bien définir les processus de prise de décision qui sont vraiment essentiels dans la collaboration. Il existe différentes techniques d'aide à la décision collaborative sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc des méthodes d'aide à la décision multicritères, donc MCDA, des arbres de décision, des méthodes d'élicitation de préférence et de combinaison de jugements d'experts. Et bien sûr, collaboration implique humain. Donc, il est essentiel de tenir compte de l'influence de ces facteurs humains dans la prise de décision. Et sur cet aspect-là, il y a encore beaucoup d'enjeux de recherche. Donc, justement, je termine avec un défi technique que l'on essaie d'adresser à l'IRT. Donc, la variabilité des processus collaboratifs liés au contexte, aux acteurs ou aux activités. Donc, pour actuellement faire l'exercice de définir un processus de co-ingénierie entre deux métiers, on se rend compte que la collaboration dépend beaucoup du contexte et qu'il existe de nombreux chemins de collaboration possibles et donc une diversité de processus collaboratifs. Un exemple de chemin, par exemple, est-ce qu'on part d'une page blanche pour redéfinir un système ou d'un système déjà existant? Et là, on voit bien que le processus ne sera pas le même selon qu'on part de la page blanche ou du système existant. Voilà, donc sur ce slide, je donne à gauche une illustration de modèle de préférence avec une représentation des critères de préférence des décideurs. Donc vous voyez ici en bleu et en vert. Et des niveaux d'agrégation de ces critères pour obtenir un critère de synthèse unique. Et à droite, une vue de différentes techniques d'aide à la décision multicritère, dont un exemple très connu est la somme pondérée. Voilà. Alors, j'enchaîne avec une réflexion sur l'hétérogénéité de la donnée. Donc, qui dit collaboration dit partage de données, forcément, données hétérogènes dans leur structure et ou dans leur wording. Ces données peuvent perdre en cohérence tout au long de leur exploitation et il devient alors important de pouvoir vérifier leur cohérence.
Et donc, pour y parvenir, on peut limiter les sources d'hétérogénéité par l'utilisation des standards, recourir à des plans de traçabilité qui permettent de vérifier que chaque donnée est en lien avec une autre donnée mère et qu'elle décline correctement cette donnée mère. Par exemple, une exigence fonctionnelle qui répond à une exigence opérationnelle. On peut aussi recourir à des mécanismes de vérification basés sur l'exécution de règles de cohérence. Dans le cas d'un modèle d'architecture, on peut par exemple vérifier que le modèle vérifie certaines propriétés via des modèles checkers. On peut aussi mener des activités de cohérence comme la revue collaborative ou d'autres activités qui favorisent la cohérence, comme le plateau collaboratif ou le travail en co-ingénierie. Bien sûr, il est important d'avoir une gestion de conf rigoureuse, car s'il est important d'établir à l'instant T une cohérence, il est tout autant primordial de la maintenir dans le temps. Et donc, la gestion de conf doit permettre de figer des baselines de définition cohérente, c'est-à-dire un ensemble de spécifications cohérentes les unes aux autres. Voilà, donc quelques défis techniques en soutien de la cohérence. L'élicitation automatique des liens de traçabilité, qui va consister à suggérer de façon automatique des liens de traçabilité entre objets pour simplifier le travail de traçabilité. Et le développement d'outils permettant de visualiser la chaîne des données impactées suite à l'évolution d'une donnée en y associant un niveau de sévérité de l'incohérence engendrée. Voilà, donc je vais illustrer ce besoin de cohérence de données par le principe de revue collaborative, qui est un principe qui a été produit également sur le projet ISC de SystemX. Donc cette revue est à la fois un processus de collaboration, mais aussi un processus de vérification de la cohérence d'ensemble. C'est tout l'objet d'une revue. Et donc de valider un ensemble de données issues de différents partenaires. Ces données, donc le but du jeu, c'est de passer en revue une baseline et de vérifier la cohérence de ces données. Donc cette revue se décompose en 5 à 6 étapes. Donc ici, la revue qu'on a mis en place, elle est 100% numérique et donc réalisée via des outils de revue collaborative. Donc par exemple, SE Collab de Sodius. Et ce, bien évidemment, pour répondre aux contraintes de l'entreprise étendue avec des partenaires qui sont répartis sur différents sites. Alors, tout d'abord, donc chaque partenaire dans ce processus met à disposition les données à vérifier dans une baseline commune. Et cette baseline est publiée. Donc, on est ici sur l'étape 0. Puis, cette baseline est poussée pour lecture. Donc, c'est l'étape 2. Je vais chanter l'étape 1 pour simplifier. Et chaque partenaire analyse alors les éléments de la baseline selon les tâches qui lui sont assignées en mode privé ou en mode public. Donc, on est sur l'étape 3. S'ensuit une publication des commentaires des relecteurs et une analyse collective des remarques où les partenaires peuvent interagir. Il y a des fils de discussion, par exemple, et donc c'est l'étape 4. Puis le plan d'action et de reprise des données est dressé, ce qui clôt la revue. Donc, c'est étape 5 plus 6. Voilà, j'enchaîne avec du coup maintenant un focus sur les outils adaptés en entreprise étendue et les plateformes de collaboration. Donc, ces plateformes sont essentielles à l'entreprise étendue puisqu'elles permettent de faire circuler l'information entre les différents partenaires. Donc, on va tout d'abord parler d'espace de collaboration pour définir cette zone de partage de données. Alors, la difficulté, c'est que le partage de la donnée n'est pas forcément optimisé. On peut certes avoir un SharePoint partagé, mais où la donnée restera tributaire des actions de copier-coller d'une personne et surtout statique, car la probabilité que la personne pense à mettre à jour cette donnée est plutôt faible. Donc, ce mode de partage n'est pas optimal, puisqu'il ne donne pas, par exemple, au partenaire 1, ni la bonne visibilité des données disponibles chez le partenaire 2, ni la bonne version de données. Donc maintenant, on ne peut pas non plus donner accès au SharePoint interne du partenaire 2 pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité. Donc, il faut cet espace tampon de collaboration, mais qui puisse donner le bon niveau de visibilité des données et fournir à minima la vision que les évolutions sont en cours sur certains documents. Il existe aujourd'hui des plateformes de collaboration, alors comme AirCollab de Boost Aerospace, donc qui a été créée à l'origine
pour des acteurs de l'aéronautique ou comme la 3D Experience de Dassault Systèmes. Alors, ce qu'on peut faire également pour optimiser le partage de la donnée, c'est garantir la continuité numérique de la donnée et qu'elle puisse circuler d'un outil à l'autre. Donc, pour ce faire, bien évidemment, l'interopérabilité entre outils est essentielle. Donc, on verra juste après un slide sur le sujet. Alors, pour ce qui est des défis techniques, justement, l'interopérabilité fait encore partie aujourd'hui des enjeux de recherche. Alors, il y a certainement une forme de réticence de certains outilleurs à rendre leurs outils interopérables. Donc, certains préfèrent proposer une suite outillée avec des fonctionnalités diverses qui permettront, via un seul outil, de gérer différents aspects du travail collaboratif. Donc, l'interopérabilité entre outils reste un vrai point de blocage possible. Et l'enjeu est peut-être davantage de créer des passerelles entre les données, par exemple, entre les différents modèles. Autre défi technique, propre aux outils et au contexte de l'entreprise étendue, disposer d'une plateforme permettant le recatage d'informations et la synthèse documentaire à partir de sources réparties de façon distribuée. Donc ce besoin est légitime dans le contexte de la collaboration, mais il n'est pas si simple d'y répondre, notamment lorsqu'on commence à considérer des données non structurées. Donc c'est pour cela que ça reste un enjeu de recherche. Et dernier défi que je vais citer, car particulièrement d'actualité, les jumeaux numériques appliqués à l'entreprise étendue. Alors, nous avons à l'IRT un futur projet de recherche sur ce sujet, sur le jumeau numérique, pour l'optimisation des ressources productives et de la supply chain. Et l'idée est de produire un jumeau numérique de ce type d'entreprise étendue qu'est la supply chain, en modélisant la performance industrielle et la chaîne logistique et en simulant, selon différents scénarios, les performances de cette chaîne logistique à partir des données récupérées pour l'ensemble de la chaîne. Donc, ce type de jumeau doit permettre d'optimiser in fine le process industriel. Et donc, ces jumeaux numériques peuvent aussi être des outils de l'entreprise étendue, puisqu'ils permettent de simuler une performance de l'entreprise étendue. Voilà, je voulais brièvement revenir sur l'interopérabilité, car elle est essentielle dans l'entreprise étendue. La difficulté de l'entreprise étendue est de pouvoir travailler ensemble en conservant autant que possible les méthodes et outils de chaque partenaire. Donc l'idée est effectivement de perturber le moins possible les fonctionnements internes des partenaires, mais de trouver des clés de synchronisation entre les méthodes, les outils et les données. Et c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc il existe différents niveaux d'interopérabilité. Si je me restreins à l'entreprise, on parlera d'interopérabilité contractuelle ou des affaires, l'interopérabilité des processus, l'interopérabilité des systèmes d'information ou techniques et l'interopérabilité des données. Mais aussi, on peut aussi parler d'interopérabilité juridique, organisationnelle, sémantique, syntaxique et ainsi de suite. Voilà, donc en matière d'entreprise étendue, toutes les interopérabilités sont importantes car elles permettent de conserver autant que possible les méthodes et outils des partenaires, mais elles ne sont pas forcément suffisantes. Si je prends le cas des processus, on parlait tout à l'heure du fait qu'un processus de collaboration n'était pas une parallélisation des processus avec quelques points de synchronisation, mais vraiment un processus résultat de l'intégration des différents processus partenaires. Donc, la collaboration peut demander davantage que la seule interopérabilité. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc, en synthèse, l'entreprise étendue se caractérise par la collaboration et le partage de données entre différents partenaires. Elle impose le recours à des processus et outils adaptés. La continuité numérique est indispensable dans ce contexte de l'entreprise étendue. Et l'entreprise étendue est une nécessité pour la conception de systèmes complexes. Mais ces principes, bien évidemment, sont transposables aux systèmes industriels complexes. Voilà, donc je voulais aussi terminer en recontextualisant à l'industrie 4.0 et en identifiant quelques défis de l'entreprise étendue dans l'industrie 4.0. Donc tout d'abord, la supply chain étendue, qui consiste à créer en coopération avec ses partenaires, collaboration même avec ses partenaires, une gestion globale des flux d'informations et de marchandises, et ce avec l'objectif d'optimiser les coûts, mais aussi la traçabilité des produits.
Donc, on va retrouver des enjeux d'analyse des données et de cohérence par la traçabilité, en s'appuyant par exemple sur des jumeaux numériques de la supply chain. Ensuite, je citerai toutes les activités de co-engineering ou co-définition, car l'industrie 4.0 se caractérise aussi par la multiplicité des métiers de la branche manufacturing et par le besoin d'interaction, donc co-engineering, co-développement entre ces métiers. Je vais prendre l'exemple du design for manufacturing, qui consiste à intégrer dès la conception les contraintes de fabrication. Et de fait, la collaboration entre conception et manufacturing s'accentue et doit faire l'objet de véritables processus collaboratifs à l'échelle de l'entreprise seule ou de l'entreprise étendue selon l'organisation. Et voilà, j'en ai fini. Donc, je vais laisser Mustapha reprendre la parole. Merci, merci beaucoup Anouk. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat. J'en ai quelques-unes, mais en attendant d'avoir vos réactions, je voulais juste rappeler, je ne l'ai pas mentionné en début de webinaire, que la thématique de l'entreprise étendue est une des thématiques abordées dans le cadre du certificat Industrie du futur. Et l'idée aujourd'hui, c'était de donner un aperçu de ce que cela signifie, des enjeux qui gravitent autour de cette notion-là. L'ambition du certificat Industrie du futur est justement de faire rejoindre des thématiques techniques et des thématiques organisationnelles. Et là, on est en plein dedans. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de ce sujet-là pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, il fait suite à un précédent webinaire organisé il y a quelques semaines de cela, sur une présentation générale de l'industrie du futur. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau du chat. Moi, en attendant d'avoir vos réactions et peut-être pour en susciter quelques-unes, j'avais une question pour Anouk. Alors, un des aspects de l'entreprise étendue, c'est qu'il y a un vrai enjeu, une question de gouvernance et de prise de décision. En même temps que la collaboration devient essentielle. Et quand il s'agit donc de décrire, par exemple, des processus collaboratifs, concrètement, qui est à l'initiative et qui fait et comment on fait? Eh ben, alors, l'entreprise étendue, c'est le partenariat. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'entreprise étendue. Donc, forcément, l'entreprise étendue vers laquelle il faut qu'on aboutisse, de mon point de vue, c'est le partenariat parce que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on utilise vraiment les compétences et on travaille autour d'un objectif commun. Après, ça va dépendre du coup du niveau d'entreprise étendue. Si on est sur ce que j'appelais les relations verticales client-fournisseur, donc forcément, ça va être à l'initiative du client. Mais il faut, à un moment donné, avoir des rebouclages avec le fournisseur pour s'assurer que les processus qui sont proposés, conviennent aussi au mode de fonctionnement interne. Si on est, sur une collaboration plus, horizontale ou, mixte, là, ça va être, des processus codéfinis entre les différents partenaires. D'accord, d'accord. Donc, mais les compétences et les expertises qui sont mobilisées, c'est qui? C'est des chefs de projet? Ah, Ce pour sont définir ça, alors ça peut être des bureaux des méthodes. D'accord. Qui ont cette en fait, il existe maintenant une ingénierie des processus, hein, donc c'est vraiment un domaine de compétences, à part, Mmh. et qui se justifie encore plus, dans ce contexte de l'entreprise étendue parce que, ça repose enfin le bon fonctionnement d'une entreprise étendue repose sur ces processus. Donc voilà, on peut recourir à ces bureaux des méthodes, pour mettre en œuvre ces processus collaboratifs. D'accord. J'avais, une deuxième question, peut-être un peu plus technique concernant, la dimension data. On a bien, compris à travers, la présentation que l'interopérabilité était un des enjeux, essentiels de l'entreprise, étendue. Hem, donc il y a à un moment donné, évoqué la question de la chaîne d'impact.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur quels sont les moyens de traquer justement les impacts de ces problématiques Alors, oui, alors donc je pense que ça fait suite à ce que je remontre ici, visualisation de la chaîne d'impact et du Mmh. niveau d'incohérence engendrée. Donc ça fait écho à une activité qu'on a aussi à Systemix. Donc on est en train d'étudier, les processus de co-ingénierie, system engineering safety. Donc c'est, voir comment ces 2 métiers, peuvent interagir le mieux possible. Et du coup, le besoin, c'est qu'effectivement, lorsque on va modifier une donnée, côté alors, bien évidemment, là, on est plutôt en interne d'une entreprise, mais on Mmh. imagine que c'est complètement transposable dans un mode de fonctionnement entreprise étendue. Et donc, quand le besoin, c'est quand on va modifier une donnée, côté system engineering, par exemple, c'est de voir, l'impact sur les analyses safety qui ont été réalisées sur la base de ces données, system engineering. Et donc là, alors comment on s'y prend? Donc le but du jeu l'objectif de ce projet de recherche, c'est notamment d'arriver à un outil qui permette d'illustrer, cette chaîne d'impact, de voir que tel élément côté SE a impacté, tels autres éléments intermédiaires jusqu'à l'élément final côté, safety. Et donc on s'appuie, fortement sur la traçabilité. Donc la traçabilité, ça reste de toute façon, le principal moyen, à ce jour, pour, heu, visualiser cette chaîne d'impact. Et la difficulté, ça va être de se dire, il peut y avoir des impacts qui sont graves et des impacts qui ne le sont pas. Mmh. Et le but du jeu, c'est pas forcément, de tracer tous les impacts et puis de faire, de réaliser une action dès qu'il y a eu un impact, révélé. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'être capable d'évaluer le niveau de l'impact pour ne traiter que les impacts qui sont à fort enjeu. OK. Merci beaucoup Anouk. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Donc je propose que, heu, on s'arrête là, sauf s'il y a des réactions. Je voulais, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une question. En attendant de voir la question apparaître, juste faire un petit rappel sur la prochaine, date et rendez-vous, du certificat, industrie du futur. Donc prochain événement, donc c'est une réunion d'information, en ligne qui se tiendra le 16 juin, donc dans une grosse semaine à 17 h. Donc il sera question, là, pour le coup, d'éléments un peu plus, pratico-pratiques concernant le certificat lui-même, donc les dates, le rythme, et cetera. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir plus. Encore une fois, le thème abordé aujourd'hui est un des thèmes, qui sera abordé plus longuement et de manière plus approfondie dans le cadre de ce certificat. Voilà. Alors, une question rapide. Quel niveau d'interopérabilité minimal requis pour réaliser un processus d'entreprise étendu? Service, point d'interrogation, technique, sémantique, métier. Un peu tout. Faut-il les classer? Je suis pas sûre. L'entreprise étendue, c'est vraiment un partage de process, donc ça doit être, de l'interopérabilité entre process, mais ça va plus loin qu'une simple interopérabilité entre process. Après il faut, alors je dirais, certainement les données, peut-être parce que, c'est vraiment, c'est la cohérence des données qui est le plus important. Il faut qu'à tout moment, on soit capable de garantir, que chaque partenaire ait le même niveau d'information, et donc il faut, que ces données, puissent discuter entre elles et qu'on puisse alors c'est à la fois les données et à la fois les SI. Donc être capable de récupérer, les données, de part et d'autre. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est plus enfin, j'ai du mal à prioriser, enfin donner une liste priorisée parce que de mon point de vue, tout est vraiment important. Donc l'aspect processus, l'aspect données et l'aspect, SI. Est-ce qu'il y a peut-être une temporalité, à avoir, en tête sur, par quoi commencer? Eh Peut-être que bah, tout par est quoi important? commencer? C'est les processus dans tous les cas. Mmh.
croire qu'on peut chanter, parce que c'est une étape qui peut être assez chronophage et durer un certain temps, mais croire qu'on peut chanter cette étape-là, c'est une erreur parce qu'on l'a vu, nous, sur différents projets. En voulant aller vite, on n'a pas pris le temps de définir correctement les processus et finalement, on arrive à une situation de blocage, et puis, tout se monnaie à un moment donné, tout ce qu'on va demander à un partenaire, bah, ça va faire l'objet, d'une demande de modif et d'un coût associé. Donc c'est vraiment pour moi le plus important, de bien définir au démarrage du projet, les processus et ensuite, effectivement, il faut qu'il y ait, derrière, l'interopérabilité, en tout cas l'espace de collaboration qui soit, disponible, pour permettre cet échange de données. Merci beaucoup, merci Anouk, merci aux participants. Je crois on va s'arrêter là. C'était le timing prévu, donc 45 minutes. On vient de mettre le lien d'inscription à la réunion d'information dans le chat, donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Encore merci à Anouk d'avoir animé ce webinaire. Merci pour l'invitation et merci à tous. Merci, Au revoir. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, très intéressant, merci.